Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de l'évaluation des déformations. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Peter Walker qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer ce webinaire par une structure que j'ai calculée au préalable. La voici. Elle est déjà calculée, donc nous allons dans ce webinaire checker et évaluer les déformations. Alors pour ce faire, on a ici le modèle. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, donc pour checker les déplacements, c'est ici que ça se passe. Nous avons ici le déplacement en EX, EY, EZ, aussi la rotation en X, en Y et en Z. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déformations sont selon les coordonnées globales. Aussi, par exemple, si vous voulez checker l'effort axial, etc., c'est dans cette partie. Une autre chose importante à savoir, c'est que par défaut, le programme, il vient sur ELS quasi permanent quand vous êtes en déformation. Bien sûr, vous pouvez le changer ici. Si je dis que voilà, je fais une étude du sismique, comme on verra après, des déformations, je devrais plutôt cliquer ici et valider. Ou alors, si vous voulez toutes les afficher, vous devez cliquer ici, mais à ce moment-là, vous devez ici checker à chaque fois laquelle vous voulez. Pour ce cas-là, donc on a quasi permanent et je fais valider. Comme je vous disais donc, ici on a donc les déformations en EZ qu'on va voir en premier. Ici vous pouvez aussi définir, voilà, d'une façon, si on vient là, par interpolation automatique, par exemple, si je fais moins 10, que ça va de moins 10 à 0. Voilà. Ici, on peut aussi changer, donc inverser les couleurs. Par exemple, ici, la zone rouge, je dis que c'est la zone où j'ai les déformations les plus élevées, ce qui fait un peu plus de logique. Pour certains, voilà. Pour ma part, je vais laisser ainsi. Après, ce que l'on peut faire aussi pour vérifier la plausibilité des résultats des déformations, faire toujours un check assez rapide, c'est prendre, isoler par exemple une dalle. Ici, j'ai isolé cette dalle, valider, et puis ici je peux mettre en vue rendue. Et là, si je vais checker la déformée, je sélectionne déformer, voilà. Ici, j'augmente peut-être mon facteur d'échelle à 2. Et ainsi, je peux checker si ma dalle, elle se déforme d'une façon, disons, correcte par rapport à la descente des charges et des murs porteurs, etc. Donc là, on peut voir que ça paraît correct. Après, si on affiche encore le modèle complet, pour voir ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, on a les piliers là. Donc ça remonte vers le haut, c'est juste. Et puis ici, nous avons toute la façade qui arrive dans le vide. Et donc nous avons la déformation ici. Et ici, bien sûr, quand on a les appuis, ça monte. Donc ça me paraît tout à fait juste. D'un point de vue de résultat. Si vous regardez aussi ces piliers, voilà, ils sont aussi justes parce qu'en plus j'ai mis ici une charge de choc, mais il me semble tout à fait juste. Donc une fois ce petit contrôle fait, nous pouvons venir de nouveau ici et mettre non déformé, comme ça on peut voir notre structure d'une façon un peu plus simple. Là de nouveau j'isole ma dalle. Et je vais mettre une vue depuis dessus. Bien sûr, ici, dans les valeurs, si vous voulez afficher les autres surfaces, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien utiliser les isosurfaces, mais vous pouvez utiliser les isolignes, par exemple.
Et pour ceux qui veulent que toutes les isolignes aient une valeur, vous pouvez aussi, vous voyez ici, annotation pour isoligne. Et à ce moment-là, vous avez toutes les isolignes qui ont une valeur. Vous pouvez aussi le faire parce que certains, ils n'aiment pas trop avoir 3 cases décimales. Donc, vous pouvez venir ici et dans cette rubrique, donc déplacement par exemple, changer que vous voulez juste une case décimale. Aussi très important parce que certains, j'ai vu qu'ils ne savaient pas tellement le faire, comment le faire, pardon. Et ici par exemple, si des fois vos annotations vous paraissent trop petites pour qu'elles soient bien visibles, vous pouvez à travers cette commande ici agrandir les annotations, vous voyez. Là, je les ai agrandies. Vous pouvez de nouveau agrandir jusqu'à ce que on arrive à une valeur ou une grandeur d'échelle qui vous convient. Là, je vais diminuer un petit peu parce que c'était quand même un peu trop grand pour moi. Donc là, ça va très bien. De nouveau, je mets ça en isosurface. Et ici, maintenant, je vais vous faire une petite comparaison. Parce que là, on a la déformation en EZ, mais moi, je veux aussi checker la déformation relative de la dalle. Parce que vous voyez, ici, aux endroits des appuis, il y a les appuis qui se tassent. Et en réalité, la déformation de la dalle, elle n'est pas instantanée, elle n'est pas de 8,46 mm, mais elle est beaucoup plus petite. Pour ce faire, donc je viens là et je fractionne ma fenêtre verticalement. Ici, de ce côté, je vais agrandir un petit peu, voilà. Et de ce côté, je vais aussi agrandir, comme ça, on a une vue qui est un peu plus lisible. Voilà. Une fois cela fait, nous avons ici la commande déplacement relatif. Pour les déplacements relatifs, la fenêtre, elle est là, voilà. Vous pouvez le faire de façon automatique ou alors uniquement pour les dalles ou alors en sélection. Vous pouvez sélectionner, définir les nœuds appuyés et puis la dalle, etc. Moi, pour cet exemple, je vais choisir l'automatisme de façon automatique, ce qui marche très bien. Et puis là, vous faites sélectionner toutes les dalles que vous avez et là, il va vous calculer les déplacements relatifs de votre dalle, qui va s'afficher ici. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ici nous avons le déplacement relatif de notre dalle, vous voyez, c'est beaucoup plus petit en instantané qu'ici, parce qu'ici, on tient compte justement des déplacements relatifs. Ici, non. Voilà. Pour les déplacements relatifs de la dalle, j'ai déjà en parlé. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire pour checker une zone de votre dalle en déformation, pour ceux qui aiment bien les segments de section. Donc, vous pouvez créer par exemple un segment de section. Ici, je dis que le segment s'appelle A. Et par exemple, entre ce point-là et ce point-là, je crée un segment de section. Ici, je valide. Et puis ici, je mets en vue de côté. Donc, vous voyez, en vue de côté, nous avons ici la déformation instantanée de cette zone de la dalle. Bien sûr, ça c'est la déformation qui ne tient pas compte, ce n'est pas la déformation relative, pardon. Voilà, ça je vous ai montré, ce qui était aussi très, très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer, je vais afficher tout l'immeuble de nouveau. Et ici, je vais de nouveau peut-être mettre les isosurfaces. Voilà. Maintenant, ici, je vais vous montrer la déformation aussi du pilier. Si vous cliquez ici, donc là, vous avez la déformation de votre pilier, vous voyez, qui est 1,98 en EZ, par exemple. Bien sûr, ça ne sont pas des déformations relatives à des points. Ici, vous avez la déformation en X, en Y, la rotation en X, Y et la rotation en Z.
Si vous voulez afficher le pilier tout en entier, vous devez pour cela sélectionner tout le pilier parce qu'ici, vous voyez, j'ai créé un nœud pour avoir une charge de choc qui arrive là. Donc, vous sélectionnez tout le pilier et une fois que vous l'avez fait, vous cliquez tout simplement sur le pilier et là, vous voyez, vous avez la déformation qui s'affiche pour tout le pilier. Ici, vous voyez déplacement actuel et vous avez les déformations relatives au point final déplacé. Si vous appuyez là, donc vous avez une déformation de 2,32. Aussi, vous avez les déformations relatives au point final gauche et au point final droite. Voilà, ça je vous ai montré. C'était aussi quelque chose que je voulais vous en parler. Voilà. Maintenant, on va, parce que je l'ai déjà fait au préalable aussi. Donc, vous voyez ici, j'ai aussi calculé le bâtiment au sismique. Et quand vous voulez checker les déformations sismiques, donc je viens ici par exemple pour le EX. Et ici en EX, vous voyez que j'ai pas une très grosse déformation. Pourquoi? Vous voyez là, ici, quand on vient sur le nœud, on voit qu'on a juste le poids propre multiplié par la charge utile avec le facteur 0,3 et puis on arrive. Alors, on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a pas le cas de charge sismique ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous avais dit au début, donc on vient ici, parce que par défaut, il est en quasi permanent. Alors, comme vous voulez maintenant checker les déformations dues à la charge sismique, vous devez sélectionner ELU sismique, valider. Vous voyez ici, il y a la formule qui a changé aussi. Donc là, je fais valider. Et là, vous voyez, la déformation en X, elle a tout de suite augmenté. Elle est beaucoup plus grande. Donc là, on voit déjà, et aussi sur la formule, vous voyez, on a le poids propre fois la charge sismique fois le 0,3 fois la charge utile. Voilà, si vous voulez checker en Y, vous pouvez aussi le faire. Donc en Y, les déformations, elles sont un peu moins grandes qu'en X. Aussi, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que par exemple ici, vous voyez, pour ce point nœud, on a une charge sismique, c'est la ER1-, mais pas tous les points, ils ont la ER-1. Voilà, celui-là par exemple, il a. Mais celui-là, il a par exemple, vous voyez, ER2-. Si par exemple, vous voulez voir toutes les déformations en EX avec cette combinaison de charges, c'est très simple. Ici, vous avez la combinaison qui s'affiche. Donc ici, vous faites copier, valider. Et puis ici, dans les charges, vous pouvez tout simplement venir ici et puis coller la charge là. Vous voyez, il y a la combinaison 5 qui s'affiche avec le facteur qu'on était en train de voir. Si on vient sur statique, enregistrer les changements, oui. Là, vous voyez, il va juste superposer. On n'a pas besoin de recalculer le modèle, donc il est en train de superposer les combinaisons. Et normalement, le résultat, il devrait s'afficher. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas affiché là. Là, peut-être que je vais recalculer le modèle. Parce qu'il y a eu un petit souci. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû faire quelque chose de faux. Donc voilà. Je recalcule ici. Vite fait. Ça prend quelques secondes. Comme ça, je vous montre. Normalement, il aurait dû prendre la combinaison que je vous ai montrée. Alors, 98, 100%, voilà. Voilà. Et ici, vous voyez, donc si on vient là, il nous a pris... pardon. Si je viens là, maintenant j'ai la combinaison que j'avais copiée ici, vous voyez.
la combinaison 5. Et puis ici, on a toujours donc la même valeur qui s'affiche partout, quoi. Là, je reviens de nouveau à mon cas. Voilà. Pour les déformations sismiques, c'est bon. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Maintenant, comme vous vous rappelez encore, certainement, il y a eu un webinaire à propos des déformations dans le béton. Déformations dans le béton à long terme. Pour ce faire, vous deviez faire un calcul non linéaire. Comme ici, voilà. J'ouvre la fenêtre du calcul non linéaire. Et ici, voilà, on devait sélectionner notre combinaison de charges définie par l'utilisateur, que moi j'ai défini par exemple. Après, on pouvait faire le contrôle de la solution selon l'effort, le déplacement, etc. Ici, la fonction incrémentale pour le béton, vous pouvez la laisser ainsi. Je vous rappelle que pour d'autres structures, comme pour du métal, etc., cette fonction, vous devez l'éditer vous-même et puis partir plutôt avec un pourcentage de charge très petit au début et puis après augmenter. Parce que des fois, si vous ne faites pas ça, ben, votre solution ne converge pas. Une fois cela fait, donc ici, c'est là que je voulais en venir. Donc, vous pouvez contrôler le fluage et le retrait à long terme. Bien sûr, vous voyez ici ce facteur, quand vous faites ça, il est différent de 0. Pour le changer, donc nous pouvons aller dans les matériaux, éléments. Et ici, si on va sur norme SIA, pardon, Suisse. Donc vous voyez ici le coefficient de glissement. Ici, vous devez définir une valeur, par exemple 1. Et puis à ce moment-là, la valeur, elle va apparaître de nouveau ici, donc dans le calcul non linéaire, vous aurez la valeur 1 qui s'affiche là. Et puis à ce moment-là, vous faites fluage et retrait validé, puis vous faites votre calcul non linéaire. Et vous aurez la déformation à long terme qui tient compte du fluage et du retrait. Aussi, avant de faire cela, vous devez, comme d'habitude, dans l'étude du béton, ici dans l'étude du béton, pour avoir le fluage et le retrait à long terme, vous voyez, dans l'analyse non linéaire, il faut cocher, inclure la résistance en traction du béton, et puis ici, la déformation finale dans le béton suite au retrait, avec le facteur là qui nous est donné par la norme. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Alors, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez voir la vidéo, bien sûr, dans quelques minutes, maximum 1 heure. Je pense qu'elle sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Là, vous pouvez vous abonner, etc., évaluer, et puis ensuite vous recevez des notifications. Le prochain webinaire, ce sera l'année prochaine, puisqu'au mois de décembre, on ne fait pas de webinaire. Nous serons tous en vacances, donc des vacances bien méritées, je pense, pour tout le monde. Alors, au mois de janvier, notre premier webinaire 2020 concernera le dimensionnement des fondations. Voilà quoi. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous souhaite aussi de bonnes vacances de Noël. Et je vous souhaite une belle année 2020 à tous. Merci beaucoup. Au revoir.